Je ne sais pas si vous avez vu passer ce sondage qui explique que désormais, l'immigration est devenue la principale préoccupation des populations européennes. Est-ce qu'au fond, ce sont les opinions qui vont pousser les États à agir sur cette question des migrants? Pascal Boniface. Ce ne serait pas anormal en démocratie. C'est toujours le sens en fait de ces pays qui attendent parfois un peu les réactions de l'opinion avant d'agir. On connaît le problème, mais c'est vrai qu'il a explosé. Les flux migratoires ont explosé depuis cette année, pas tellement pour des raisons économiques qui n'ont pas beaucoup changé, mais plutôt pour des raisons géopolitiques. Et effectivement, on peut dire que des flux de migration, ils sont réguliers, ils sont non pas constants, mais enfin connus. Et là, tout d'un coup, il y a une sorte de bulle qui a explosé du fait de ce qui se passe en Érythrée, de ce qui se passe en Syrie, de ce qui se passe en Irak. Et l'opinion est confrontée à quelque chose qui lui arrive en face, dont elle ne sait pas comment gérer. Et je crois que les citoyens sont un peu partagés entre la volonté de faire quelque chose pour aider des gens qui sont en situation d'urgence, et puis aussi une peur pour certains d'être débordés par un phénomène incontrôlable. Et donc, ils demandent aux responsables politiques d'agir, ils demandent à l'Europe d'agir, parce que c'est eux qui sont élus, c'est eux qui sont en charge, et c'est normalement l'échelon européen a été vendu aux opinions publiques comme étant une barrière protectrice contre tous les troubles du monde, et donc c'est tout à fait légitime que les opinions s'adressent aux responsables politiques nationaux et européens. Vous parlez de bulles, les chiffres sont exponentiels depuis quelques mois. Bulle, ça veut dire que ça pourrait s'arrêter, que ça pourrait diminuer, ou au contraire, il faut se préparer à ce que ces chiffres continuent de progresser. Alors l'Allemagne prévoit pour l'an prochain 800 000 demandes de réfugiés, alors qu'ils en sont à la moitié aujourd'hui. Je pense qu'ils exagèrent un peu, parce qu'en même temps, le potentiel humain devant migrer n'est pas non plus multipliable à l'envi. Il y a aussi, mais tant qu'on n'aura pas résolu les problèmes, non pas à l'arrivée, mais à la source, tant qu'il y aura une dictature folle en Érythrée, tant qu'il y aura une guerre civile atroce en Syrie, tant qu'il y aura le chaos en Libye et en Irak, que nous avons par ailleurs nous-mêmes en partie créé, eh bien les gens qui ont le choix entre subir une mort quasi certaine chez eux ou avoir l'espoir de survivre et d'entamer une vie meilleure ailleurs, prendront ce choix-là. Alors, vous avez évoqué l'Allemagne. Je cite une phrase d'Angela Merkel qui, au fond, s'est adressée à l'ensemble de l'Europe en disant « Cette situation-là, elle va être bien plus compliquée et bien plus importante à gérer pour l'Europe que la crise grecque ou que la crise de la zone euro. » Ça ressemblait un peu à un cri d'alarme. Et on ira tout à l'heure en Allemagne pour voir comment se passe notamment l'accueil des migrants. François Clémenceau. Oui, et en même temps, c'est paradoxal que ça vienne d'Angela Merkel, parce que si c'est vrai qu'effectivement c'est elle qui attire, enfin c'est l'Allemagne qui attire le plus grand nombre de migrants, et non pas comme un pays de transit comme la France, mais comme un pays d'installation définitive, c'est en même temps l'Allemagne qui a, j'allais dire, le plus de chances, entre guillemets, de pouvoir absorber en Europe le plus de migrants possible, parce que sa population vieillit et parce que son économie a besoin de main-d'œuvre. Encore une fois, on viendra à ce qui se passe vraiment en Allemagne, mais sur la question qui est posée à l'Europe. Voilà ce que dit Angela Merkel. Elle dit que c'est un défi majeur qui est posé à l'Europe. Elle a raison en termes de technique et politique, c'est-à-dire que le phénomène, l'ampleur du phénomène est un problème qui ne peut être résolu qu'au niveau européen. Et en ce sens, elle a raison d'interpeller ses collègues européens pour dire que ce n'est qu'ensemble qu'on arrivera à trouver une solution et non pas chacun de notre côté. Parce que tout le monde le voit, ce sont des vases communicants, ce sont des pays de transit. Une fois que vous rentrez dans l'espace Schengen, ça devient un problème européen et non plus seulement italien, français ou grec. Éric Fotorino, je disais en commençant l'émission, l'Europe hésite entre, et vous l'avez dit aussi Pascal Boniface, entre la peur et la compassion face à ces images qui sont épouvantables et qui arrivent tous les jours sur nos écrans de télé. Oui, et quand vous parlez de ce sondage d'opinion, l'opinion, elle se fabrique par quoi? Elle se fabrique par l'image, beaucoup aujourd'hui. Donc ça veut dire que toutes ces images qui sont souvent insupportables, très dures, évidemment, elles contribuent à faire que ça devient le problème numéro un, le problème central, parce qu'on a une sensation d'invasion. Il y a même certains qui ont employé un vocabulaire comme pour les criquets ou pour les insectes en parlant de nuée. Donc on voit bien qu'il y a une sorte d'imaginaire qui se déclenche et qui fait que très souvent, moi il me semble, moi qui suis plutôt un homme de mots, que les chiffres devraient avoir le dernier mot. Et si on relativise avec les chiffres, comme disait Pascal Boniface tout à l'heure, à un moment donné, ça ne peut pas se surmultiplier. Et surtout, si on les ramène à des proportions, regardez l'Europe, 500 millions d'habitants. Aujourd'hui, le solde migratoire de l'Europe, c'est 700 000. 700 000. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans des proportions qui, bien sûr, apparaissent très spectaculaires quand l'image s'impose, mais quand on la ramène à des chiffres, et quand on la ramène, à notre histoire,
à l'histoire du XXe siècle, l'histoire de l'Europe. Qu'est-ce que c'est? C'est les Arméniens, c'est les Russes blancs. 400 000 arrivent après la révolution bolchevique. Mais c'est la progression qui donne peut-être ce sentiment dont vous parlez. Quand on voit les chiffres, ils sont multipliés par 2, par 3. On parle de 107 000 migrants uniquement pour le mois de juillet. Mais vous savez, il y a le court terme, il y a l'instant. Et puis il y a la durée. Évidemment, nous réagissons dans l'instant. On est des sociétés d'instantané. Et l'instantanéité ne prête rarement ou prête jamais vraiment à la réflexion de fond. La réflexion de fond, c'est que nos politiques migratoires sont tellement défaillantes en Europe, comme le disait François. Évidemment, c'est adressé à l'Europe, cette question, qu'on transforme des gens qui sont des réfugiés, mais en tout droit d'être des réfugiés, en clandestins. Donc ça veut dire qu'on transforme des gens en état de non-droit, alors qu'ils ont, depuis la Convention de Genève, depuis tout ce qui a été signé avec le HCR, etc., ils ont le droit, je parle de ceux qui arrivent de ces pays non sûrs. Alors maintenant, on en viendra sûrement dans la discussion, à ceux qui seraient considérés comme sûrs dans les Balkans et qu'on devrait accompagner aux frontières. Mais ceux qui arrivent, comme on disait, de ces dictatures effroyables, bien sûr que c'est à nous. Il faut faire la politique de son histoire et de sa géographie. C'est à nous de les accueillir, à nous de nous débrouiller. Ils ont tort, les Européens, quand ils expriment cette peur, cette inquiétude dans les sondages. C'est-à-dire qu'ils mélangent tout. Oui, mais ils mélangent tout. Mais oui, parce qu'on est encore une fois le nez sur l'écran. On est dans une situation économique où, alors l'Allemagne est différente pour des raisons à la fois démographiques, de croissance, de meilleure organisation probablement que dans d'autres pays d'Europe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas des pays accueillants au sens économique puisqu'on a peur. On a peur du chômage, on a peur du voisin d'en face. Alors on a encore plus peur de celui qui arrive de Syrie, si c'était un terroriste. Jean Garrigues. Oui, moi je suis évidemment tout à fait d'accord avec ça en tant qu'historien, parce que au fond, l'Europe est une terre d'immigration depuis toujours et d'immigration massive depuis le 19e siècle. Évidemment, à chaque fois que l'Europe est entrée dans des crises, et on est quand même dans une crise économique, sociale, morale, politique, eh bien, le fantasme de l'étranger a été quelque chose qui est arrivé au premier plan, et ça a alimenté des pogroms, des massacres depuis le 19e siècle. Les Italiens en 1893 déjà en étaient les victimes. Donc il n'est pas étonnant aujourd'hui que autour de ce phénomène migratoire se greffe tout un tas de fantasmes, de récupération politique, de manipulation. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il y a des choses nouvelles. Effectivement, il y a l'augmentation exponentielle qui arrive. Il y a le contexte aussi qu'on ne peut pas nier, qui est celui d'une perception plus ou moins véridique ou plus ou moins juste de ce qu'est une sorte d'islamisation du continent africain et du Moyen-Orient. C'est un facteur qu'on ne peut pas négliger non plus dans cette perception et dans tous les fantasmes que nourrit justement l'immigration. Alors il y a des fantasmes, mais il y a aussi une réalité qui est aussi celle du terrain. C'est un défi politique qui est posé à l'ensemble des pays européens. Aujourd'hui, pour la première fois, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a retrouvé son homologue britannique à Calais. Des décisions communes, des moyens en plus, le début peut-être d'une politique concertée pour faire face à une situation enquistée dans la jungle de Calais. Reportage Laurence Diop. Ils se sont donné rendez-vous à l'entrée du tunnel sous la Manche, à l'endroit même où chaque nuit, des centaines de migrants tentent de rallier l'Angleterre. Français et Britanniques, déterminés à stopper l'afflux de clandestins à Calais. Il faut qu'un signal très fort soit envoyé ici à Calais, qu'on ne peut pas passer la frontière que nous gérons en commun. Ce matin, Bernard Cazeneuve et son homologue britannique ont signé un accord avec 3 objectifs: améliorer l'accueil des migrants, lutter contre les passeurs et renforcer la sécurité. Il s'agit d'abord d'améliorer la sécurité du tunnel sous la Manche et du port de Calais. La France, je l'ai dit, a renforcé son dispositif grâce au déploiement d'unités mobiles supplémentaires. De son côté, le Royaume-Uni va apporter des moyens sophistiqués pour sécuriser le site du tunnel et renforcer la sécurité de l'accès au tunnel lui-même. L'Angleterre s'est engagée à débloquer 10 millions d'euros et à mettre en place une meilleure coopération policière avec la France. Nous nous sommes mis d'accord sur un commandement commun pour lutter contre les filières de passeurs. Une liaison sera mise en place pour assurer un partage des renseignements et établir ici à Calais un centre de contrôle d'où les forces de l'ordre des 2 pays dirigeront leurs opérations. Au plus fort de la crise début août,
1700 migrants tentaient chaque jour de passer en Angleterre. Désormais, il ne serait plus que 200 ou 300. Mais le problème reste de taille, à Calais comme dans l'Europe tout entière. Aujourd'hui, le monde fait face à la plus grave crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Europe se débat pour gérer un flux important de migrants à ses frontières. Il n'y a pas de réponse unique aux défis posés par l'immigration et aucun État membre ne peut y répondre seul. Il est clair que nous avons besoin d'une approche européenne globale. En juillet dernier, les Européens avaient bien tenté de se mettre d'accord, d'adopter un plan commun pour gérer l'afflux des migrants, mais sans réel succès. Le problème, c'est que la question divise, dans la communauté européenne, mais également au sein même des pays touchés, comme en France. La crise des migrants est devenue un enjeu politique et chacun a sa solution. Il faut leur permettre de rester chez eux. Et aujourd'hui, il faut une mobilisation internationale pour aider à constituer d'ailleurs des camps de migrants, comme c'est le cas en Jordanie, où il faut les aider à rester au plus près de leur pays. La dictature dont on parle, la dictature terrible en Érythrée, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accueillir tous les Érythréens chez nous? Ou est-ce qu'il faut se dire qu'une mobilisation politique et internationale doit faire preuve d'ingérence et lutter contre cette dictature pour permettre aux Érythréens de revivre chez eux et de vivre dans un pays où la démocratie pourrait régner? Je pense que l'Europe ferait mieux de prendre des mesures, surtout de fermeté, d'organisation, pour endiguer les flux migratoires au sud de l'Europe avec un blocus aérien et maritime. Chez les Républicains, on affiche sa fermeté. Quant à l'extrême droite, on reste fidèle à son credo, la fermeture des frontières. Il faut maintenant prendre des décisions qui sont des décisions extrêmement claires pour que le signal soit entendu par tous. Et ça passe par la suspension immédiate de Schengen. Il faut d'abord maîtriser nos frontières. Il faut empêcher que ces gens puissent venir en France. Et il ne faut pas que la France soit attractive pour eux. La crise des migrants, pour le gouvernement, c'est l'un des grands défis de cette rentrée. La solution, elle est d'abord en Afrique. Elle est d'abord ensuite dans la résolution des conflits en Syrie et en Libye. C'est une solution qui est d'abord européenne et c'est tout le sens du plan d'action que nous mettons en œuvre maintenant depuis quelques semaines, quelques mois. Et puis, c'est une organisation de nos frontières. Difficile consensus pour une question qui prend de l'ampleur dans le débat politique. Selon un récent sondage de la Commission européenne, l'immigration serait devenue la première préoccupation des peuples d'Europe devant l'économie. Et cette question, François Clémenceau, qui nous est posée par un téléspectateur ou une téléspectatrice de C'est dans l'air. Lors des prochaines élections, l'immigration sera-t-elle un thème central? Oui, elle l'est déjà depuis un bon moment dans pas mal de pays, et notamment en Italie, en France, en Grèce, mais on le voit maintenant de plus en plus en Scandinavie, où je crois que même, je ne sais plus si c'est en Suède ou au Danemark, l'extrême droite est désormais dans les intentions de vote en première place. Et donc oui, ça pose évidemment de graves questions. Et d'autant plus qu'on ne sait pas répondre à certaines questions de base pour répondre, par exemple, aux provocations ou aux déclarations enflammées d'un certain nombre de responsables politiques. Lorsque tout le monde dit, par exemple, c'est à l'Europe de... C'est quoi l'Europe? Si c'est la Commission européenne, tout le monde sera contre sur le thème de quoi la Commission se mêle, c'est un gouvernement, ça n'est pas une institution totalement démocratique. Si c'est l'Europe des 28, des chefs d'État qui décident ensemble, à partir de quoi? Dans la mesure où la plupart des législations sur les migrations, le droit d'asile, la migration économique, sont différentes, ne sont pas harmonisées, ou si peu. Et si c'est, j'allais dire, des instruments d'urgence qu'on viendrait appliquer, par exemple, mettre plus de gardes-frontières aux frontières de l'espace Schengen, amener plus de fonctionnaires européens travailler sur ce qu'on appelle maintenant des hotspots, c'est-à-dire des sortes de guichets uniques pour les demandes de droit d'asile, ça ne répond pas non plus aux questions que fait l'Europe face aux pays de départ. Venir dire qu'on va instaurer la démocratie en Érythrée dans les 15 jours est une vue de l'esprit, c'est totalement illusoire. Et pour revenir à ce que disait tout à l'heure Pascal, je ne suis pas si certain que ça, que le phénomène soit purement conjoncturel en fonction des crises ou des conflits. Quand on voit le problème, par exemple, démographique d'un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, comme le Niger, dont on va beaucoup entendre parler dans les mois qui viennent, il est clair que vous aurez, j'allais dire quantitativement, structurellement, de plus en plus d'Africains vivant dans des pays de grande pauvreté qui auront, comme envie en tout cas, de venir
passer les frontières et venir jusqu'à la forteresse Europe. La question, on entendait tout à l'heure le Premier ministre dire il faut une nouvelle organisation de nos frontières. On a entendu quelques propositions de Nadine Morano, de Christian Estrosi qui a parlé, lui, de blocus aérien. La question des frontières et la question de Schengen, est-ce qu'elle va se poser? Là, vous dites, il faut savoir ce qu'on demande à l'Europe. Est-ce que la question de Schengen va se poser? C'est pas un problème de Schengen. Les frontières, on ne peut pas les fermer. Il y a un progrès. Dans les années 90, certains proposaient de bombarder les bateaux qui venaient d'Algérie où il y avait une guerre civile pour se réfugier. Donc là, on est quand même un peu plus calme par rapport à les solutions que l'on peut juger d'un petit peu excessives et radicales. Mais c'est une vue de l'esprit, dire on va fermer les frontières. Blocus aérien, c'est une vue de l'esprit, ça veut rien dire? Oui, parce que les gens ne viennent pas par avion. Enfin, je veux dire, il y en a quelques-uns qui viennent par avion. Blocus maritime. Blocus maritime, ce serait terrible. C'est ce qu'on a vu en Asie. Ils ne viennent pas au port officiel, etc. Pourquoi ce serait ridicule? Arrêtons-nous là-dessus une seconde, sur le blocus maritime. C'est pas ridicule, ce serait scandaleux. C'est ce qui s'est passé en Asie il y a quelques mois, où on a vu qu'effectivement des bateaux philippins, malaisiens et autres faisaient le blocus pour empêcher des bateaux de migrants de venir accoster. Et donc ça veut dire qu'on laisse ces gens mourir de soif et de faim dans des embarcations de fortune sous les regards des navires militaires des pays. C'est totalement criminel. Ce qu'il faut, c'est tarir à la source, c'est pas tarir à l'arrivée. Là, même si Calais, on ferme, les gens, ils vont aller ailleurs. Voilà, il faut bien voir qu'on est face à un défi qui n'est pas facile de résoudre. Mais par quel bout on le prend? On voit bien qu'on est tous embarrassés avec ce sujet-là, et la classe politique y compris. La partie humanitaire, on est tous touchés par cet aspect-là, par ces images, on l'a dit tout à l'heure. Et la réalité, est-ce que vous disiez à l'instant? Éric Fodorino citait des chiffres, 700 000 sur 500 millions d'habitants. Ouais. Au Liban, il y avait 18 000 réfugiés syriens il y a 3 ans. Ils sont maintenant 1,5 million. Donc ça a vraiment explosé. C'est comme s'il y avait 28 millions de migrants Le syriens Liban, la Jordanie accueillent beaucoup plus de gens. Et effectivement, il y a dans certains pays comme l'Allemagne un besoin de main-d'œuvre qui sera... Il faut s'organiser. Pour l'instant, c'est vrai que chacun rejette la faute sur l'autre et que lorsque l'on parle de dire c'est à l'Europe de faire, l'Europe a proposé un plan d'accueil en faisant des quotas par pays qui a été refusé par tous les pays. Dans la douleur. C'est à l'autre d'accueillir, c'est pas à nous, etc. Donc on voit bien, par rapport à un problème aussi grave, il faut en tous les cas éviter les instincts démagogiques de dire que c'est la faute des autres et de dire n'importe quoi. On n'y arrivera pas, ça vous le savez, vous pouvez le souhaiter, mais on n'y arrivera pas. Si, dans le débat politique, ça sera présent et ça l'est déjà. L'émission y contribue. Il faut faire de la pédagogie par rapport à la démagogie. Et il faut empêcher les gens qui font de la démagogie de vouloir augmenter leur carrière politique en désignant des boucs émissaires qui ne sont pour rien. Et je crois que les gens sont sensibles à cela. Les gens ne sont pas aussi bêtes que certains veuillent bien le laisser croire. Et donc, on sait bien qu'on a un défi très difficile à résoudre, qu'il n'y a pas un coup de baguette magique, ni par l'intégration, ni par la répression, mais en tout cas, c'est par des méthodes intelligentes, des méthodes sur le long terme et pas sur le court terme. Parce qu'effectivement, par rapport aux crises géopolitiques, François Clémenceau a raison, il y a des bons succès en Afrique. L'Afrique de l'Ouest est un défi migratoire qui vient venir. Et donc, il faut régler tout ça. Et je veux dire, on a le droit d'être égoïste, on n'a pas le droit de ne pas être intelligent. Et donc par rapport aux défis qui sont posés, par rapport au différentiel de richesse entre les uns et les autres, il faut bien voir qu'à l'heure de la globalisation, dire qu'on ferme les frontières, on peut construire des murs, ça n'a pas de sens. Fermer, ça n'a pas de sens. Ouvrir, ça a du sens. Oui, c'est ça que je voulais dire. Je pense qu'on prend ce sujet par la peur et on le prend par une forme de démagogie et c'est très dangereux. Si on essaie d'objectiver un peu les choses, il y a des études qui sont faites par des chercheurs d'Oxford, l'Institut de migration d'Oxford, sur le contraire de la fermeture, sur l'ouverture. Et qu'est-ce qui se passe quand on ouvre les frontières? Les migrants restent beaucoup moins longtemps. Parce qu'effectivement, pour, j'allais dire, rentabiliser votre voyage dans le monde interdit, une fois que vous y êtes et vous tenez votre position. Quand vous êtes dans un espace ouvert, eh bien, il est ouvert, donc vous bougez. Donc je pense qu'évidemment, ça paraît un peu contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on se dit, ah ben non, il faut boucler. Mais non, au contraire, ouvrir. Alors ouvrir, ça ne veut pas dire foutre en l'air tous les marchés du travail, l'économie, etc. Ça veut dire quoi, ouvrir, alors? Ça veut dire concrètement permis provisoires. Avoir une capacité à ne pas... Parce que, les statuts aujourd'hui ne sont plus opérants. La différence entre un réfugié parce qu'il y a une dictature et un réfugié parce qu'il est dans la misère, dans les deux cas, parce que vous savez, on distingue les économiques et ceux qui sont bons. Je pense que ça, c'est plus très opérant. Il faut à la fois des réceptacles pour le maintenant, c'est-à-dire pas pour demain ou après-demain, mais pour le maintenant, c'est-à-dire gérer l'urgence. Et ça, c'est des moyens. On est quand même des pays riches, on doit pouvoir le faire. Ça veut dire quoi? Regardez des logements, des logements, c'est ça? On parlera tout à l'heure de l'Allemagne. L'Allemagne, nous en France, quand vous n'êtes pas à Calais ou avant à Sangatte, vous ne savez pas trop ce que c'est. Ou si vous allez à la Cité de la Mode ou aujourd'hui à Paris, vous verrez ce qui se passe. Mais autrement, vous ne voyez pas. En Allemagne, sur tout le territoire, vous savez ce que c'est que des migrants. Donc, organiser l'espace,
organiser les lieux d'hébergement, organiser quelque chose qui n'est pas la mendicité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand certains disent, alors notamment à l'extrême droite, ah oui, mais cet argent de poche qu'on leur donne, évidemment, ils n'ont pas le droit de travailler, donc il faut bien leur donner de quoi subvenir à leurs besoins du quotidien. Alors, la question générale qui vient après ce discours-là, mais c'est un formidable appel d'air. C'est une façon de dire à une partie de la population qui est en souffrance partout dans le monde, soyez les bienvenus. Oui, non, mais comment s'est construit l'Europe? Comment s'est construit le 19e siècle? Il y a l'historien qui est là, notre ami historien, qui le sait plus que moi. Mais les migrations ont toujours fait la richesse. Le siècle de l'immigration, vous le savez, c'est le 19e siècle. L'Amérique. Bon. Donc, si vous voulez penser qu'il y a des fonds. Aujourd'hui, vous avez vu que l'Australie, comment elle gère son immigration en vous mettant sur un îlot du Pacifique avec. C'est quand même incroyable. Et jusqu'à l'Allemagne, c'est-à-dire en refusant totalement l'ouverture dont vous parlez à l'instant. Au début du XXe siècle, la population migrante, c'était 5% de la population mondiale. On est aujourd'hui à 3%. Donc en fait, il y a moins de migration qu'il y a un siècle. Et c'est vrai qu'il y a un effet de peur qui est un peu stimulé pour des raisons de politique intérieure. Quand on voit comment font les États-Unis par rapport à des flux migratoires, les États-Unis, et d'ailleurs quand on visite le musée de l'immigration à New York, que François Clémenceau connaît bien, et la pauvre cité de l'immigration... inaugurée cette année seulement. Clandestinité la plus totale à Paris. Failli fermer en plus. Bon, on a quand même, je veux dire, là on voit bien que la rationalité est loin du compte. Jean Garrigue, le problème c'est quand on parle, il ne faut pas tout mélanger. Il y a d'un côté les réfugiés, l'immigration, etc. Il faut bien distinguer les sujets. Mais malgré tout, quand on dit immigration en France, après, ce qui vient, c'est intégration. Ce sont des populations... Imaginons, on reste dans ce scénario que l'immigration est une chance et qu'on ouvre nos frontières. L'intégration en France n'est pas vécue comme quelque chose qui a fonctionné. Est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir une réflexion au niveau national et au niveau européen sur comment on intègre ces populations? C'est aussi là un effet de cet irrationnel qui englobe justement cette question et qui l'englobe quand même historiquement dans des périodes assez précises et notamment dans des périodes de crise des sociétés d'accueil. Donc il faut bien avoir ça en tête. On est dans une période de crise et donc les démagogies pullulent autour de cette thématique. Cette intégration, elle a très très bien fonctionné tout au long de notre histoire d'immigration. Enfin, très très bien. Évidemment, il y a des lacunes. Chacun les aperçoit. Il y a une surcriminalité, une surdélinquance, etc., qui est due évidemment aux difficultés d'intégration sociale de ces populations. Mais globalement, les choses ont bien fonctionné. On voit que l'apport de l'immigration, il est positif. En termes économiques, en termes démographiques, tout ça va dans le bon sens, en termes y compris de charge sociale, enfin d'équilibre social, tout ça va dans le bon sens. Donc il faut l'expliquer aussi. C'est curieux parce qu'en vous écoutant attentivement, je me dis... En fond, on s'invente un problème qui n'en est pas un. Mais non. Soyez les bienvenus, la France peut vous accueillir, la France est un pays riche, l'Europe est un continent qui a de l'argent. C'est pas si grave. Non, mais la difficulté, c'est que, et c'est pour ça que c'est toujours très difficile de comparer, par exemple, l'Europe avec les États-Unis, parce que ce sont vraiment deux sociétés différentes. Un pays très jeune bâti sur l'immigration et un continent très âgé, avec des identités multiples. Mais quand vous réfléchissez à ce simple chiffre qu'en 2050, vous aurez les Blancs protestants américains de langue anglaise seront minoritaires dans leur propre pays par rapport aux autres immigrations qui se sont succédées, notamment les Latinos. Aujourd'hui, à Los Angeles, 3 enfants sur 4 qui sont dans le primaire parlent espagnol à la maison. Bon. Les États-Unis sont capables d'absorber ce choc identitaire parce que c'est un pays très vaste et surtout parce que ces dénominateurs communs d'intégration sont basiques. Le drapeau, le dollar, Dieu, et c'est vrai que ça fonctionne, notamment avec des populations catholiques qui viennent du Sud, même si ça déstabilise les protestants. Chez nous, en Europe, cette peur dont vous parlez, c'est pas, il faut appeler un chat un chat. Les gens ont peur de l'étranger, ils ont peur du choc, ils ont peur de tout ce qui ne leur ressemble pas dans la rue à côté de chez eux, mais ils ont aussi peur de l'islam, parce que l'islam est une religion méconnue et décriée et dénigrée, et dont on a peur. Donc c'est vrai que le travail qui reste à faire à partir de là, c'est énormément de pédagogie pour expliquer que ça n'est ni une guerre de religion, ni une invasion, mais que ça peut, effectivement, si c'est bien géré, et surtout si c'est coordonné,
entre voisins européens, une chance. Est-ce qu'on est d'accord, pardonnez-moi, pour dire tous qu'il y a urgence? Je vous donne une information, elle date de cet après-midi. L'état d'urgence a été décrété en Macédoine, lié à l'afflux de migrants vers l'Europe. Pour le coup, là, l'urgence, comment on peut la gérer, la Macédoine, si elle ne se tourne pas vers l'Europe? Alors, il y a une urgence. Je pense que c'est une sorte d'appel au secours que la Macédoine fait pour attirer l'attention sur elle et pour obtenir une aide. Et donc, il y a là aussi un côté politique spectacle, parce qu'il y a à la fois urgence, mais ce n'est pas une raison pour proclamer l'état d'urgence, parce qu'on n'en est pas à des solutions militaires pour régler tout cela. Mais puisque François Clémenceau faisait appel à l'histoire, en 1979, on a intégré en une année 170 000 réfugiés qui venaient pour des raisons politiques d'Asie. C'était une période de plein emploi, donc ça changeait fortement les choses, et c'était aussi une période de combat idéologique contre le communisme qui aussi facilitait les choses. Mais ça s'est passé très bien et tous ces gens qui sont arrivés sont maintenant parfaitement intégrés dans la société française. Donc on peut parfaitement résister à ces chocs. Le tout est de les gérer de façon intelligente. Mais effectivement, là, on a un défi. Parce que c'est tout d'un coup, on a doublé les chiffres en un an. Et donc, par rapport à des choses qui étaient déjà un petit peu problématiques en termes d'opinion à la fois intérieure, là, tout d'un coup, il y a une explosion. Ce que je ne comprends pas, pardonnez-moi, je suis peut-être un peu lente, mais quelles sont les solutions que peut apposer l'Europe? Ce discours que vous tenez d'ouverture lié à ce qu'a été l'histoire et aux vagues et aux flux migratoires, je l'entends très bien et j'imagine que les gens qui nous regardent l'entendent aussi. La question qui se pose aujourd'hui, c'est les solutions. Il y a un problème humanitaire, il faut le gérer dans certains pays comme la Grèce, comme l'Italie, la Macédoine ou l'Allemagne qui aujourd'hui appellent au secours. Quelles sont les solutions? Si on n'ouvre pas pour l'instant parce qu'il va falloir convaincre les opinions publiques européennes, c'est pas gagné. C'est quoi? Par exemple, l'Allemagne dit il faut une liste de pays sûrs. Ça peut passer par ce genre de mesures? Oui, alors les pays sûrs, c'est justement pour un peu freiner l'immigration, pour que restent chez eux ceux qui sont soi-disant, ça faut voir les critères dans un pays sûr. Moi, je suis sensible à votre question sur, est-ce que finalement, tout est bien et on fait un plat pour... Bien sûr que non. Et évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, ça a été dit, c'est vrai qu'on n'est plus dans une situation de prospérité économique. Pascal Boniface l'a dit tout à l'heure. Donc, évidemment, la perception n'est plus la même que celle des années de plein emploi où il y a eu les boat people, en effet, comme il y a eu les Chiliens aussi. 150 000 Chiliens en France dans les années 70, etc. Je ne parle pas des Maghrébins qu'on a même fait venir, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'aimerais bien avoir la solution. Moi, ce que je pense, c'est que si on est l'Europe, si on est donc un très grand continent, une très grande puissance, ça veut dire qu'on est capable de s'asseoir à une table à 26 ou à 27 et de dire il y a des clés de répartition. On ne va pas évidemment laisser à la Grèce, on parlera de la Grèce tout à l'heure, ou à quelques pays, à l'Italie à un moment donné, qui étaient sur la ligne de front, et puis à ceux qui sont... Mais qui ne sont que des pays de transit. Exactement. Et puis les pays nordiques, parce qu'ils ont une tradition. Non, on ne peut pas faire ça. On doit équitablement répartir, non pas le fardeau, attention, parce que ce n'est pas un fardeau, justement. Pour que ce ne soit pas un fardeau, il faut le répartir équitablement, regarder les métiers de tension, parce que les gens qui traversent, on nous dit, c'est pas le lumpen prolétariat mondial. Quels sont leurs profils? C'est les profils. Il est très varié. Bien sûr que vous avez des gens, mais c'est des gens qui ont quand même eu les moyens de traverser, donc ils ont trouvé les sommes. Sont en gros les classes moyennes. Alors vous me direz, la classe moyenne syrienne, c'est pas exactement la classe moyenne française, mais tout de même, vous avez des médecins, vous avez des ingénieurs, vous avez des professeurs, vous avez toutes sortes de gens. Et puis évidemment des gens qui n'ont pas ces qualifications-là. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas appliquer un votus mortem sur les gens en disant mais non, mais ils ne servent à rien, ce seront des fardeaux. Non, on ne peut pas. Donc équitablement répartir. Et vous savez sans doute ce que se disent peut-être les gens qui nous regardent aussi, c'est oui mais nous 10% de chômage, on a du boulot à leur proposer à ces gens-là. Il y a des secteurs où on ne trouve pas, il y a des secteurs qui sont en crise, on ne trouve pas des gens pour remplir. Et c'est ça la réussite du modèle américain, c'est que y compris les gens de classe moyenne dont Éric Fournier parlait sont prêts à prendre des emplois sous-qualifiés. Vous avez dans de nombreux secteurs de l'emploi une crise parce qu'on ne trouve pas des gens qui sont capables ou qui ont la volonté de faire dans le BTP, dans la restauration, etc. L'immigration clandestine aux États-Unis, c'est un demi-point de croissance pour les États-Unis, au bas mot. On poursuit notre discussion. Entre le 8 et le 14 août, en une semaine, 20 000 migrants sont arrivés en Grèce. Ils viennent principalement de Syrie. Sur l'île de Kos, un ferry a même été mis à disposition pour gérer l'urgence et accueillir les populations démunies. Les administrations locales sont bien souvent, et c'est la problématique, dans l'incapacité de traiter les demandes d'asile. Personne n'est réellement préparé à faire face. Reportage Sophie Lançon.
Pour ces 2500 Syriens, c'est le soulagement. Ça y est, ils ont quitté les îles grecques proches de la Turquie. Les voici dans le port du Pirée grâce à ce ferry. Ce ferry, seul moyen pour les autorités de désengorger ces îles. La semaine dernière, près de 21 000 migrants y ont débarqué, autant qu'en 6 mois l'an passé. De jour comme de nuit, ils sont nombreux à tenter de passer, la plupart venus de Syrie. Nous n'avons pas choisi d'être des réfugiés, de mettre notre vie et celle de nos enfants en danger. Jamais je n'aurais quitté mon pays s'il n'y avait pas chaque jour ce risque de mourir chez moi, en Syrie. Les Syriens, considérés comme réfugiés prioritaires, ceux qui arrivent à mettre le pied sur ces îles grecques tombent dans les bras de leurs proches. Mais passé ce premier instant, c'est le désenchantement. Ces migrants restent bloqués des jours, des semaines sans structure d'accueil. Face à des autorités débordées, ONG et bénévoles gèrent le quotidien, comme ici. Ce couple de marins américains en escale distribue nourriture et fournitures que tous s'arrachent des mains. Ce sont des gens normaux, comme vous et moi, qui essayent juste de se faire une place dans ce monde. Alors je cherche à aider du mieux que je peux. Une situation tendue, proche de la rupture. Sur cette vidéo filmée par des pêcheurs turcs, un canot gonflable rempli de migrants. Des quarts de côte grecques qui s'approchent. Les Turcs assurent les avoir vus percer l'embarcation. Touchés puis coulés, tous les réfugiés se retrouvent à l'eau. Aucune victime, ils sont pris en charge par la Turquie. Mais l'an dernier, 3500 migrants sont morts en essayant de traverser la Méditerranée. Et malgré tout, ils sont de plus en plus nombreux à risquer leur vie pour arriver en Europe. Rien qu'en juillet dernier, 107 500 personnes, plus en un mois que sur toute l'année 2013. Et si la Grèce est maintenant en première ligne, elle partage ce sort avec l'Italie. À la frontière avec la France, à Ventimille, mêmes images de campements improvisés. J'ai constaté beaucoup de problèmes d'irritation cutanée, d'infections cutanées, de piqûres d'insectes, de plaies qui s'infectent parce que faute de conditions d'hygiène suffisantes et dignes. Là aussi, les migrants tentent le tout pour le tout. Il y a 15 jours, une centaine d'entre eux sont même arrêtés dans un train régional avant d'être reconduits à la frontière. Ici, beaucoup viennent d'Afrique de l'Est. Et moi, je suis à Darfour, il y a les guerres, il y a les comme ça. Les guerres. Mais moi, je suis un réfugié de la frontière Soudan à Tchad, là-bas. Mais mon on part à Libye, on part à Italie. Mais maintenant, les Français ouvrent les routes. Soudan, mais aussi Érythrée, les plus nombreux, ils fuient une dictature. Mais ces derniers mois, ce sont les départs depuis l'Irak, l'Afghanistan et surtout la Syrie qui s'accélèrent. Une population prise en étau entre la barbarie de Daesh et la violence du régime Assad. La guerre civile qui fait toujours rage, l'aviation syrienne a visé ce week-end ce marché populaire. 96 victimes, en majorité des civils. Depuis le début du conflit, 4 millions de Syriens ont fui leur pays. Et Jean Garrigue, cette question, à part un lit dans un gymnase et un repas par jour, que pouvons-nous offrir ? Une question posée par un téléspectateur de C'est dans l'air. Non, mais c'est quand même un continent qui s'appelle l'Europe, qui a une puissance économique certaine, même si elle est en crise, et qui a à offrir, on l'a dit tout à l'heure, et qui a eu besoin, qui a besoin de cette main-d'œuvre étrangère, qui est une main-d'œuvre d'ailleurs, oui, on l'a dit, pour certains sous-qualifiés, mais très largement qualifiés. On a besoin de cette main-d'œuvre. On n'a pas quelque chose à leur offrir, si ce n'est, alors sur le plan humanitaire, oui, là il y a un devoir d'assistance, un devoir d'asile, ça correspond à la tradition des démocraties européennes, nonobstant les démagogues de tout poil qui veulent aujourd'hui... Outre les démagogues, et vous avez raison de les pointer du doigt, parce que quand on parle de l'immigration, il y a souvent un peu de démagogie. En tout cas, c'est assez récurrent. Mais la question qui est posée par ce téléspectateur, c'est, au fond, on a le sentiment que c'est déjà dur ici, qu'il n'y a pas de boulot, qu'on nous dit les amortisseurs sociaux, de toute façon, on n'a plus les moyens, l'État est exsangue. Est-ce qu'on a les moyens d'ouvrir, comme vous le disiez tout à l'heure ? C'est ça que suggère cette question. Là où cette question, effectivement, est troublante et elle est difficile dans la réponse, c'est que il n'y a plus de vision du politique parce qu'il y a une impuissance du politique, qu'il soit national ou supranational ou tout ce qu'on veut. Mais ce qui, moi, m'étonne, c'est qu'on soit étonné d'une chose, c'est de voir ces migrants arriver. Parce que, quand même, on parle de la Syrie.
Pascal Boniface le cité Mukma, c'est 2011 le début de la guerre civile en Syrie. La Somalie, c'est 1991. Après, l'Érythrée, c'est déjà c'est un État tout jeune qui a commencé par être quasiment une dictature. Donc, c'est pas nouveau. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que les responsables, ceux qui sont justement là pour avoir une vision, n'aient pas compris que ces politiques migratoires devaient être mises sur place en urgence pour accueillir l'urgence qui viendrait. Et je pense que ce qu'on vit aujourd'hui... Non, et ce que je pense qu'on vit aujourd'hui, c'est la pointe avancée de ce qu'on vivra dans les années qui viennent. Il va y avoir la COP21 à la fin de l'année. Les migrants climatiques. Regardez aujourd'hui le Bangladesh, l'Inde construit un mur pour éviter justement ces migrations massives. Mais le nomadisme obligé est quelque chose qui va s'étendre sur toute la planète pour des raisons. Les eaux, tout ce que... C'est une autre émission. Les gens sont au courant de ce qui se passe ailleurs. Tous ces migrants sont parfaitement informés. D'ailleurs, ils font leur marché. Pourquoi vont-ils plutôt en Allemagne que la Grèce est un pays de passage, etc. Ils sont tout à fait au courant de la situation économique de chaque pays. Ils sont informés des combines, comment passer, etc. On a vu l'île de Kos, c'est à 5 km de Bodrum en Turquie. Donc finalement, ces gens-là sont surinformés. Et ils savent très bien comment passer. Donc il y a des réseaux qui se mettent en place, certains légaux, d'autres illégaux. Donc il ne faut pas penser que c'est des gens qui ne sont au courant de rien, qui n'ont aucune formation, etc. Et donc là, ce défi, effectivement, on a une crise actuelle, mais il y a une crise géopolitique qui est très aiguë, dont on n'a pas encore les moyens de la résoudre. Peut-être quand même que le Conseil de sécurité pourrait se réunir pour parler un peu de l'Érythrée, pour dire que c'est aussi un défi, que la situation politique intérieure de ce pays est une atteinte à la paix de façon générale. Et pour l'instant, on a laissé le régime érythréen, qui ne gêne personne, en dehors de toute préoccupation internationale. Peut-être qu'il serait temps que ça s'arrête. Effectivement, il y a un devoir d'anticipation par rapport à cela. Et peut-être qu'on est aussi à bout d'un système avec une globalisation qui accélère le temps, et un manque de perspective à long terme de nos responsables qui n'ont pas anticipé quelque chose dont on pouvait penser. Alors, on a bien compris, pardonnez-moi Jean Garrigue, on a bien compris que la situation la plus compliquée à gérer, c'est celle qui est sur place. Syrie, Érythrée, Afghanistan, Irak. Jusqu'où on va là alors du coup? Si on peut pas gérer, si on doit gérer l'urgence et le flux de migrants en disant de toute façon il y a une partie humanitaire et puis on en aura besoin à un moment donné, mais comment est-ce que sur place l'Europe peut intervenir? Jusqu'où aller? L'Europe n'a pas de baguette magique et surtout encore moins sur le plan diplomatique, dans la mesure où il n'y a pas de vraie politique étrangère européenne. Le drame, c'est qu'il n'y ait pas au moins une harmonisation des législations sur le droit d'asile et sur les flux migratoires. Il n'y en a toujours pas, parce qu'on sent bien qu'au bout du bout, ça porte atteinte aux logiques identitaires de chacun. Et c'est assez compréhensible, assez légitime. Mais il n'empêche que les instruments n'existent pas. C'est pas comme si on devait résoudre le problème de l'euro ou le problème de l'harmonisation fiscale. Là, on est vraiment sur quelque chose qui touche, encore une fois, au cœur des identités de chacun. Juste, François Clémenceau, le problème, c'est que dans ce débat politique sur la question des migrants, à chaque fois, systématiquement, on entend il faut que la communauté européenne intervienne sur place, en tout cas se pose la question de comment aider les populations à rester chez elles, pour faire simple et pour caricaturer. Le seul instrument qui existerait à condition qu'on le mette en œuvre par 28 pays à une décision unanime, c'est la Commission européenne. Elle a des moyens financiers assez larges, elle a un certain nombre d'instruments qui fonctionnent, notamment sur le plan humanitaire. Et donc, lorsqu'on dit qu'il faut créer des hot-stops, des sortes de guichets uniques dans les pays de transit, l'Europe aurait les moyens de mettre ça en place avec des fonctionnaires européens. Ça, c'est quand ils sont là. Oui, naturellement. Ça, c'est quand ils sont arrivés. Oui, mais sur place. Mais pour les prévenir, les crises sur futures. Place, y a-t-il un levier sur lequel on peut agir ou est-ce que là aussi on va faire de la pédagogie? C'est un problème mondial. C'est exactement ça. L'Europe ne va pas ramener la démocratie en Érythrée. L'Europe ne va mettre fin à la guerre civile en Syrie. C'est déjà qu'au niveau mondial, on n'y arrive pas, mais il faut reprendre le bâton de pèlerin pour essayer de trouver une solution diplomatique en Syrie, parler avec les Russes, parler avec les Iraniens. En Érythrée, il pourrait quand même plus facilement trouver un accord pour dire que ce régime est insupportable et qu'on n'a pas à le défendre. Mais donc, ce n'est pas l'Europe est le pays d'accueil, la zone d'accueil, parce que c'est la zone la plus proche. La plus riche. Mais pour résoudre tous ces problèmes géopolitiques que l'Occident a en partie, parce que la guerre en Irak, c'est quand même les États-Unis, la guerre en Libye, etc. On est quand même en partie responsable. On a quand même mis le chaos dans ces zones-là. On en subit le coup, mais c'est au niveau mondial. Et c'est justement, si on a une solution, ne pas avoir l'illusion que l'Europe ou le monde occidental seul peut résoudre ces problèmes. Et le monde occidental, pendant très longtemps, a eu l'illusion. Et c'est toujours ce qu'on nous a expliqué. Il pouvait, oui, mais il est temps voilà. au XXIe siècle. Il est temps d'arriver au XXe siècle, d'arriver à l'ère de la globalisation où les gens circulent et où le monde occidental, dans son aveuglement géopolitique, pensait pouvoir diriger le monde comme au XIXe siècle. Ce n'est plus possible. J'ai une autre question. L'afflux, et vous l'avez très bien expliqué les uns les autres, de toute façon, il ne va pas se tarir du jour au lendemain et il faut accepter ces flux de population. Est-ce que ce serait choquant de choisir?
une immigration choisie. À un moment donné, pardonnez-moi l'expression, n'est pas très jolie, mais de faire le tri. Comment ? Comment ? Parce que les gens qui partent, ça existe déjà un petit peu, mais c'est très difficile parce que sur quels critères ? Mais j'inverserai la donne. Oui, que les migrants choisissent le pays dans lequel. C'est ce qu'ils font, déjà. Oui, mais je crois que c'est ça qui est la vérité des choses. Parce que choisir, nous, décider, enfin nous, puissance, de dire nous, on prend les Érythréens et pas... Non, les qualifiés, ou etc. Oui, après... On nous a dit ça à un moment, l'immigration choisie. Là, on va prendre les musulmans, problème, on va prendre les musulmans ou les chrétiens, ou on va prendre les noirs ou les pas noirs. Parce que, vous savez, là, les fantasmes... Les Slovaques réclament les chrétiens et pas les musulmans, par exemple. Ils le font déjà. Beaucoup de gens pensent qu'en Europe, l'afflux massif, c'est celui de l'Afrique subsaharienne. C'est faux. Les premiers migrants en Europe, c'est les Turcs. Ouais. Donc après, il y a des Chinois, il y a des Marocains, il y a des Chinois, etc. Donc l'Afrique subsaharienne arrive très en arrière. Non, moi je pense qu'il faudrait, au contraire, inverser les choses. C'est-à-dire que ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire que les migrants, en effet, choisissent le lieu, essaient de choisir le lieu où ils veulent aller, ceux qui veulent aller en Allemagne, ceux qui veulent aller en Grande-Bretagne, etc. Eh bien, ça, qu'on l'organise beaucoup mieux. Pourquoi ils veulent venir là ? Et qu'est-ce qu'ils peuvent y faire là ? Moi, je ne pense pas qu'on puisse faire le tri entre les hommes. Ça, je crois que c'est contraire même à ce qui est l'humanité. Si on commence à avoir des réflexes non humains pour traiter une question humaine, là, je pense qu'on est mal parti. Y compris en fonction de critères économiques. Vous parliez tout à l'heure de profession et de sous-tension. C'était ça le sens bien aussi sûr, de ma mais pour question. ceux qui sont venus. On va pas dire, on va aller chercher dans un autre pays ceux qui... Et dans les mécanismes d'immigration légale, c'est-à-dire où les gens vont dans une ambassade ou dans un consulat pour réclamer un visa ou une carte de travail, là, on peut imaginer qu'il y ait des processus d'immigration choisie. Oui. Mais vous êtes en dehors, là, à ce moment-là, de ce pour les métiers, par ailleurs. Et pour les métiers non qualifiés, ça, c'est de façon pragmatique. Bien sûr. Les gens qui arrivent acceptent n'importe quel boulot pour s'en sortir, parce qu'ils ont fui une situation horrible et qu'un emploi sous-qualifié par rapport à leur propre... Mais Eric, il faudrait parler des Chiliens. Les Chiliens qui débarquaient après Pinochet, ils étaient docteurs, professeurs d'université, ils finissaient serveurs au restaurant, mais c'était mieux que de finir torturés par Pinochet. Quand Angela Merkel met un peu la pression à ses petits camarades européens en disant il faudrait au moins qu'on se mette d'accord sur une liste de pays sûrs, ça consiste à un moment donné à dire tu peux rentrer, toi non. Oui. C'est ça le sujet aussi, Jean Garrigue. Ça paraît là encore très, très difficile à réaliser. Ce qu'on peut envisager, c'est une concertation de flux sur des besoins économiques précis. Là encore, ça suppose une concertation qui n'existe absolument pas à l'échelle européenne. Et vous n'y croyez pas à l'échelle européenne? Personne ne peut y croire, pour l'instant en tout cas. Regardez, il a fallu quand même attendre 2015 pour trouver un semblant d'accord sur Calais. On va peut-être en reparler tout à l'heure. Mais enfin, vous voyez l'exception britannique, on n'en a pas parlé encore là, mais il y a quand même un problème là encore. C'est le problème traditionnel de la présence du Royaume-Uni dans l'Europe. Mais il y a quand même un problème par rapport à cette enclave de Calais. Un problème d'harmonisation, un problème de politique, un problème de démagogie là aussi, puisque la politique des Britanniques, celle de Cameron, elle est tributaire aussi de Nigel Farage et de son opposition populiste. Donc il y a quand même là des choses toutes simples qu'il faudrait déjà pouvoir gérer et faire une véritable politique globale d'immigration européenne. C'était un petit début ce matin, ce qui s'est passé à Calais entre Bernard Cazeneuve et son homologue britannique. Alors, on l'a dit un petit peu au début de l'émission, c'est devenu le nouvel Eldorado des migrants, c'est l'Allemagne et sa bonne santé économique qui s'attend à accueillir cette année plus de 800 000 demandeurs d'asile, 40 fois plus quand même qu'il y a 7 ans. La chancelière pousse, on l'a dit, de son côté les Européens à s'emparer cette fois-ci réellement du sujet. Laurent Hirsch, Romain Besnénou et Yvan Bastion. Hier soir, en plein cœur de Berlin, cette ancienne école fermée en 2013 est devenue il y a 2 jours un centre d'accueil pour réfugiés. 150 migrants sont hébergés ici. Les réfugiés arrivent et ils n'ont rien. Quasiment que leurs habits. Donc ici on leur fournit de la nourriture à heure fixe. Mais ils ont toujours à disposition de quoi boire et de quoi grignoter. Les réfugiés sont dans l'attente que leur dossier de demande d'asile soit examiné. Alors pour faire passer le temps, Michael Elias, le responsable, a décidé d'utiliser les salles de classe à disposition. On va donner des cours d'allemand. Ce qui permet d'occuper intelligemment les réfugiés accueillis ici.
Cela leur permet aussi de faire connaissance entre eux, d'être moins isolés. Les réfugiés ont parcouru des milliers de kilomètres pour atteindre l'Allemagne. La plupart viennent d'Irak, de Syrie ou d'Afghanistan. On a tout fait pour venir ici, c'est notre rêve. Mes amis, ma famille sont là, alors je suis venu. Le centre est financé par l'État régional, autrement dit par de l'argent public. Des solutions d'urgence qui se multiplient à Berlin. Dans cette tente géante surnommée le ballon, s'entassent plus de 300 réfugiés. Certains ont dépensé 4 000 $ pour venir ici et le résultat s'avère décevant. À l'intérieur, il y a beaucoup de vols de téléphones portables et de vêtements. En Allemagne, je rêvais d'une maison, de vêtements, de bonne nourriture. Au final, je suis dans ce ballon sans argent où on mange mal. L'Allemagne fait face à un afflux record de réfugiés. Il devrait être 800 000 cette année, c'est 4 fois plus qu'en 2014. Une situation intenable qui a poussé Angela Merkel à réagir de manière forte cette semaine. Chose plutôt rare pour la chancelière, elle en appelle à l'aide de l'Union européenne. Nous avons besoin d'une politique d'asile européenne commune. J'en ai parlé la semaine dernière avec Jean-Claude Juncker. Je vais en parler avec le président François Hollande. Nous avons besoin d'évaluer les choses ensemble. Quels sont les pays d'origine les plus sûrs? Quels sont ceux qui ne le sont pas? Le sujet de l'asile pourrait devenir le grand projet européen qui nous montrera si nous sommes vraiment capables de travailler ensemble. Car pour l'Allemagne, le temps presse. L'afflux de migrants cristallise les tensions entre les réfugiés et une partie des habitants, parfois affiliés à des mouvements d'extrême droite. À Freital, dans l'est de l'Allemagne, des manifestations anti-islam du groupe Frigida ont débordé. De nombreuses attaques de foyers ont été recensées, ainsi que des agressions à l'encontre des migrants. Un jour, une voiture est venue vers moi et on m'a frappé. Ça fait très peur. Je viens de Syrie parce que là-bas j'avais peur, mais ici c'est pire. Pour cette militante d'une association antiraciste, le groupe Frigida rassemble bien au-delà de l'extrême droite et fédère également des militants en colère. Ce n'est plus seulement le militant nazi classique avec des bottes militaires, un crâne rasé et habillé en noir. Ce sont aussi beaucoup de gens qu'on n'aurait jamais imaginé là et ça rend les choses encore plus dangereuses. Après Calais cet après-midi, Bernard Cazeneuve est attendu ce soir à Berlin. Il rencontrera son homologue allemand pour étudier une solution européenne à l'afflux de réfugiés. Et cette question, les Allemands prévoient 800 000 demandes en 2015. Comment vont-ils les gérer? La France pourrait-elle faire face? François Clémenceau. Je pense que François Hollande et Angela Merkel en discuteront très certainement donc lundi, puisqu'ils se voient ensemble à Berlin pour parler de l'Ukraine, mais aussi évidemment de la crise des migrants. Et la réponse, ce n'est pas une réponse française à l'Allemagne. C'est comment Français et Allemands peuvent s'adresser aux Européens pour leur dire « essayons de trouver des solutions ». Et ce n'est pas des solutions pour soulager l'Allemagne, mais c'est des solutions à l'échelon de l'Europe pour que dans chacun des pays, on puisse effectivement résoudre, non pas tout le problème, mais une grande partie. La difficulté pour Angela Merkel, on le voit bien, c'est que elle vient de sortir d'une crise absolument infernale pour elle sur le plan de la politique intérieure, puisque dans l'histoire de la Grèce et de l'euro, elle a perdu pratiquement un tiers de ses députés dans les votes successifs pour valider les plans d'aide, et qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'elle rebondit sur la crise migratoire pour dire « Regardez, on va cette fois-ci demander à l'Europe de venir nous aider alors que nous, on les a beaucoup aidés. » On y revient au problème de politique intérieure. Mais il n'empêche que, c'est pour ça que beaucoup se demandent d'ailleurs si les chiffres ne sont pas un peu gonflés, mais toujours est-il que c'est vrai qu'il y a une augmentation spectaculaire du nombre de demandes de réfugiés en Allemagne, que la grande majorité de ces demandes-là viennent des Balkans, et non pas de Syrie ou d'Afghanistan ou d'ailleurs, essentiellement du Kosovo, du Monténégro, et donc qui étaient des pays pour lesquels l'Allemagne s'est beaucoup battue dans les années 90 et 2000, et donc aujourd'hui, elle porte ça. La question de l'Allemagne, encore une fois, ça n'est pas que pour l'Allemagne. C'est de dire aux Européens, si on veut faire face ensemble, il faut trouver une position de leadership. Et de ce point de vue-là, Angela Merkel a toujours envie d'apparaître comme étant l'un des moteurs des grandes questions européennes. Et
Elle le fait évidemment en mettant la France dedans dans la boucle, pour dire je vous ai rendu service maintenant. Mais quand même, quand l'Allemagne, même si vous nous avez très bien expliqué le contexte politique dans lequel Angela Merkel fait cette déclaration, mais quand même, l'Allemagne qui appelle à l'aide, est-ce que ça n'a pas plus de poids pour faire bouger l'Europe que lorsque c'est la Grèce ou l'Italie qui le fait? Oui, évidemment, et j'ai trouvé quand même intéressant ce qu'elle disait à cette journaliste-là, de dire ça doit être un grand projet, presque une ambition, l'asile. Moi, je crois qu'il faut avoir en tête une chose, et c'est ça peut-être que les Européens ont du mal à accepter, c'est que quand vous créez des camps de réfugiés, eh bien, ces camps de réfugiés, vous ne les fermez pas. Il y a un grand camp au Kenya, le plus grand camp du monde est au Kenya, le camp de Dadaab, il y a 500 000 personnes. Alors, c'est peut-être contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure, de dire que quand ils viennent, ils ne repartent pas. C'est deux choses différentes. C'est les stocks et les flux. Bien sûr que vous avez des gens qui arrivent, vous avez des gens qui repartent, mais malgré tout, quand vous avez décidé que sur votre territoire, il y aurait le territoire de l'autre qui va venir à vous, qui sera avec vous, il ne partira plus, en tout cas il restera ça. Alors est-ce qu'il va y avoir des villes demain? Est-ce que l'Europe, ce sera aussi des villes constituées avec des gens qui arrivent de tous ces pays? Peut-être que la ville de demain, ce sera une ville avec au début des camps et puis des quartiers, comme ça s'est fait ailleurs. Donc si vous voulez, est-ce qu'on accepte ça, ce métissage jusqu'à ce point? Pardonnez-moi de vous, mais quand vous dites on, le problème c'est que dans ce reportage, il y avait aussi une notion qui ne vous a pas échappé, c'est la poussée des populismes, la poussée de l'extrême droite partout en Europe. Comment est-ce que politiquement on va gérer aussi cette tension-là qui va se voir et qui se voit déjà dans les urnes? Peut-être que vous voulez répondre. Non, juste un mot, on parlait de l'Allemagne. C'est vrai que l'Allemagne, je dirais qu'il y a encore deux Allemagnes de ce point de vue-là. Il y a encore l'Allemagne de l'Est, on l'a vu, le mouvement Pegida, Dresde, etc. François Clemenceau me disait tout à l'heure qu'il s'était divisé, mais malgré tout, il y a ces ferments-là parce qu'ils n'ont pas vu d'étrangers pendant très très longtemps. Donc c'est une autre mentalité, et c'est intéressant d'ailleurs que ce soit Angela Merkel venue de là qui tienne ce discours-là. Après, bien sûr, dans le reste de l'Europe, c'est un signal. J'ajouterais que c'est une Allemagne moins riche aussi. Et donc d'autant plus réceptive à cet afflux d'immigration, comme dans toutes les périodes où l'immigration est importante, on a justement de la part des populations qui se sentent les plus menacées sur le plan social. En tout cas, on peut dire aussi que c'est une Allemagne qu'on dit vieillissante, qui manque d'enfants. Là, pour le coup, ça peut être vécu comme un moyen de régénérer la population. 1,3 enfants par femme, donc ils sont en dessous. Et la population allemande devrait, en 2050, être inférieure à la population française si rien ne se passe. Mais pour répondre à votre question, qui est fondamentale, parce qu'effectivement, on n'a pas le droit de nier les peurs des gens. Elles existent, même si on trouve ça désagréable, c'est une réalité. Mais quel est le rôle des responsables politiques? C'est de suivre les courants de l'opinion ou d'être des leaders et de montrer une direction? Est-ce que nos responsables politiques sont là pour finalement suivre les populismes, dire je vais ramasser quelques votes, ou montrer une direction? Les grands leaders, ils montrent une direction à 10-20 ans. Ils ne suivent pas le sondage du jour. Et c'est peut-être là aussi une crise politique générale que l'on a dans nos sociétés. Il n'y a pas de réflexion à haut niveau, selon vous, sur la question des migrations? Elle est inégalement répartie. Regardez le récent congrès du Parti socialiste, regardez les programmes des motions, des différentes motions. Il y a très très peu de choses, non seulement alors sur le projet européen lui-même, mais encore moins sur une politique de l'immigration européenne. Il y a quasiment... Parce que, à votre avis, est-ce que le discours sur la fermeture, sur les frontières, on voit bien qu'on a du mal à avoir une réflexion collective sur l'identité. Est-ce que ce discours-là, au fond, l'a emporté? Incontestablement, c'est un discours qui s'impose dans notre pays, enfin dans la plupart des grandes démocraties européennes d'ailleurs. Preuve en est la montée des différents partis populistes, puisque partout, on n'a pas parlé de Matteo Salvini en Italie, etc. Partout, il y a cette montée-là. Mais effectivement, je crois que là, il y a un enjeu pédagogique, mais fondamental pour les dirigeants politiques responsables de ce pays, pour les grands partis démocratiques, qui est d'expliquer justement ce que ça représente et toute la partie fantasmatique qui est charriée, qui est transportée par les partis. Est-ce que vous avez entendu un responsable politique, y compris, j'allais dire à gauche, qui pourrait plus porter ce genre de discours, qui incarne ce que vous venez d'expliquer là? Quand vous leur en parlez, ils disent « mais c'est pas audible par l'opinion ». Et c'est ça qui est malheureux. Quand vous discutez avec les responsables politiques, ils disent « oui, je suis d'accord, mais ce n'est pas audible par l'opinion ». Mais qu'ils le disent pour que ça soit audible, qu'ils le disent, qu'ils aient le courage d'aller au contre-courant.
Et c'est ça qui est malheureux, c'est que même s'ils sont d'accord avec vous, s'ils sont d'accord avec le constat que dans nos diversités, tous les quatre, nous faisons en commun dans l'émission, ils vont avoir peur d'affronter l'opinion. Et l'alternative, c'est le discours et même la campagne qu'a faite Nicolas Sarkozy en 2012 pour sa réélection sur le thème précisément des frontières et de l'identité, qui était constitutive vraiment de sa volonté d'être réélu. Mais la difficulté, c'est qu'en discutant comme ça avec vous pendant plus d'une heure, il n'y a pas de clivage réellement, y compris au niveau européen d'ailleurs, sur ce qu'il faudrait faire. Il y a une espèce de principe de réalité qui fait que faut gérer l'urgence et la crise humanitaire, et puis le reste, on verra, on repousse à demain les problématiques de fond. Il y a des gens qui se taisent et d'autres qui mettent l'huile sur le feu. Mais des gens qui essaient d'éteindre l'incendie, qui vont faire de la pédagogie. Alors c'est compliqué la pédagogie, mais ça, pourtant dans d'autres circonstances, on l'a vu. Et c'est de ça dont on a besoin. Et moi je suis persuadé que nos concitoyens, les Européens, sont capables d'entendre ce discours-là. Il faut cesser de les prendre pour plus bêtes qu'ils ne sont. Ils sont capables d'entendre ce discours-là, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'offre politique en face. Est-ce que vous croyez, on va peut-être clore là-dessus, mais est-ce que vous croyez, le titre de l'émission c'est l'Europe désemparée, elle sait rebondir l'Europe, elle sait se dépasser, est-ce qu'elle est à un moment, à chaque fois que j'utilise cette expression dans l'émission, je m'excuse, mais de moment de vérité, est-ce que là vraiment il y a une espèce d'échéance, on y est, et l'Europe devra apporter une réponse à ce défi dont parlait Angela Merkel. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à travers ce cas très précis et très brûlant des réfugiés, qu'elle n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'elle existe à travers des institutions, elle existe à travers des déclarations, mais elle n'existe pas, je dirais, je ne sens pas la chair de l'Europe. Et la chair de l'Europe, c'est précisément... Vous l'avez senti récemment, la chair de l'Europe, sur un sujet ? Non, non, on ne la sent pas, justement. On ne la sent pas. Les fondateurs de l'Europe, ils ont construit l'Europe sur quoi ? Sur des socles d'acier, de charbon, d'agriculture, d'industrie, d'économie. Ensuite, de culture, il y a des discours célèbres, il y a des grands écrivains, il y a des grands auteurs européens qui sont justement mêlés de tout ça. Et aujourd'hui, ce mélange qui a fait justement avancer et grandir l'Europe, on ne le voit plus, on a l'impression qu'elle agit plus par la peur ou par une forme de défaitisme ou d'opportunité justement conjoncturelle et pas par une vraie vision profonde. La vérité aussi, c'est que, y compris d'ailleurs pour des pays fondateurs comme la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, il y a un moment où on sent bien que, en dehors, j'allais dire, de traiter des sortes de coordination économique, sociale, culturelle, etc., il y a un moment où on arrive à une sorte de mur, et ce mur, c'est la politique étrangère et la politique de défense. Ça fait quand même des années qu'on parle d'essayer de coordonner les politiques diplomatiques de chacun des pays d'Europe. Il y a effectivement un semblant de politique extérieure commune. Europe de la défense, il y a une agence... Mais c'est tout. Et donc, à partir du moment où on estime que le dernier cran de souveraineté nationale, c'est la politique étrangère et la défense, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Or là, sur la crise des migrations, on est typiquement sur un problème qui est à la fois un problème économique pour tout le monde, mais qui est surtout un problème diplomatique, un problème sécuritaire, un problème humanitaire. Et là, c'est là où on sent que... Pour l'instant, on a toujours bloqué sur ces thèmes-là. Oui, sauf que dans certaines urgences, on arrive au final par trouver un compromis. Généralement, ce compromis est minimal et généralement, il dure peu de temps. Bon. Allez, nous allons passer maintenant à vos questions. Questions SMS. Existe-t-il des chiffres sur les origines des migrants ? Qui peut répondre à cette question ? Il y a, alors, encore une fois, si on prend la totalité des migrants, où on ne distingue pas quels sont ceux qui seraient candidats pour des demandes d'asile et ceux qui sont d'une immigration économique dont on parlait, même si c'est difficile à dire comme ça, pour l'instant, en l'occurrence, on a dit pour l'Allemagne, la majorité viennent des pays des Balkans et non pas du tout de ceux qu'on évoque par ailleurs, Afghanistan, Syrie... et d'autres pays de conflit, on a évoqué l'Irak, l'Érythrée, etc. Et puis vous avez beaucoup, mais là on le voit par exemple en Grèce en ce moment, vous avez beaucoup par exemple effectivement d'Africains, d'Afrique subsaharienne, notamment vous avez aussi ceux du Soudan. Donc c'est très difficile parce que la plupart ne viennent sans papier. La plupart ne restent pas, ne font pas cette démarche d'attendre même le temps nécessaire pour faire leur demande d'asile parce qu'ils se disent ça va prendre des mois et je ne vais pas attendre des mois, donc je pars. Et donc à partir du moment où tous ces gens sont dans la nature, en transit, en attente, il est très difficile de pouvoir savoir avec précision d'où ils viennent. Frontex a essayé de faire ce travail, mais ce sont des proportions. Et quant au HCR, aux Nations Unies,
toute la difficulté, c'est que là aussi, nos nations européennes souveraines ne veulent pas que les Nations Unies ou le HCR s'occupent de ce travail. Pour aller dans le sens de François Clemenceau, on parle d'Afrique, mais le Kosovo a perdu 10% de sa population l'an dernier. Donc c'est 2 millions de personnes qui sont parties et qui sont venues en Europe. Donc là, c'est pas l'Afrique, c'est le Kosovo. Comment accueillir des centaines de milliers de migrants, sachant que nous n'avons ni logement, ni travail à leur proposer? Éric Fotorino, on l'a un peu dit tout à l'heure, mais oui, voilà. Vous avez vu cette image quand même à Berlin de cette grande tente. Ils sont accueillis quand même. Alors ils disent, ils se font piquer leur téléphone, etc. Mais encore une fois, c'est une question de volonté. Comment, si on veut le faire, on doit pouvoir le faire. Moi, je crois que c'est pas une question de, c'est pas parce que on est en crise économique qu'on peut pas faire ça. D'abord, la crise est très relative. Je crois que vécue par ces gens qui arrivent, ils voient des pays riches. Alors nous, on peut dire, bien sûr, il y a une dégradation, il y a le chômage, il y a une activité ralentie, il n'y a pas de croissance. Mais je pense que c'est là. Et on a vu des bénévoles aussi. Le mot de bénévole est un très beau mot. C'est ceux qui veulent bien faire les choses gratuitement, le don. Donc je pense qu'on est encore dans des sociétés de solidarité et je pense que ça doit pouvoir exister. Moi, ça me frappe toujours quand des gens à Calais ou par ailleurs essayent d'aider et puis on les réprimande, même on les condamne pour avoir voulu aider. Et je trouve, bien sûr qu'il y a sûrement des raisons très rationnelles à ça, mais je pense quelquefois que la raison est paralysante. Pourquoi ne pas faire comme l'Australie, ne pas faire d'appel d'air et refuser les migrants? Bah oui, vous savez, c'est cette île du Pacifique. L'Australie, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent 2,5 millions de dollars, je crois, tous les ans à cette île du Pacifique, Nauru, je crois. Ça me paraît difficile de faire une incantation aux valeurs européennes sans cesse, ce que l'on fait en permanence, et de ne pas les respecter. De temps en temps, la cohérence vaut. L'Australie est un pays dirigé par des néoconservateurs. Juste, vous pouvez nous expliquer ce que fait concrètement l'Australie, pour revenir là-dessus. Sur la solution australienne, c'est tout simplement la fermeture de l'accès à l'Australie. Et il y a une île. C'est la relégation. Voilà, il y a une île sur laquelle voilà, on entasse les migrants. Il y a 2 camps, on les entasse, et tout ça donne lieu à des trafics, à des pots de vin, à du trafic humain. Donc, cautionner ça, je trouve qu'on l'Europe a prétention être le cœur de la démocratie mondiale. On ne peut pas se comporter comme le font les Australiens. On a aussi nos traditions, nos cultures qui convergent. D'ailleurs, les Allemands sont allés du droit du sang vers le droit du sol. Il y a des choses qui vont dans le bon sens, qui convergent vers cet idéal européen. Donc là, je crois que la pédagogie est d'autant plus importante parce qu'il faut, on parlait de bénévolat justement, si l'on veut mobiliser comme ça les énergies dans un sens positif, il faut que l'exemple vienne d'en haut, il faut que le modèle, il faut que l'explication vienne d'en haut et donc la prise de parole doit être claire de la part des dirigeants. Au-delà des aspects moraux, l'Australie est isolée. L'Europe n'est pas isolée. Donc non seulement c'est moralement indéfendable, mais c'est matériellement impossible. Que deviendront ces pays vidés de leur population ? On n'en est pas là encore, hein? Non. Et puis si vous regardez en l'occurrence là sur ceux qui nous intéressaient, à savoir les demandeurs d'asile par exemple, et qui viennent de pays comme la Syrie ou l'Érythrée ou ailleurs, on a bien vu que pour l'essentiel, ils se cantonnaient au plus près de leur propre pays, que ce soit pour les Syriens en Jordanie, en Turquie, au Liban, pour les Érythréens en Somalie ou ailleurs. Mais c'est très frappant quand même de voir que, pour revenir à l'Afrique dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'on a toujours négligé, mais pendant des années, ici chez nous en France, le fait que les flux migratoires, il y en avait aussi, non pas sud-nord, mais essentiellement sud-sud. Oui. Pendant combien de temps on a vu ces Africains qui quittaient un pays d'Afrique pour aller dans un autre pays d'Afrique, et notamment vers des pays les plus riches, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Or, pourquoi aujourd'hui ça marche moins, les flux sud-sud? C'est pour les mêmes problèmes que chez nous. C'est parce que vous avez aujourd'hui, on l'a vu en Afrique du Sud, ces problèmes incroyables d'accueil de l'autre, de xénophobie, en Côte d'Ivoire, la guerre civile, au Nigeria, le terrorisme. Donc il y a des raisons, j'allais dire, presque très pratiques et très compréhensibles. Eh bien, chez nous, c'est la même difficulté. Y a-t-il des infiltrés de Daesh parmi les migrants? C'était une des promesses d'un des porte-parole de Daesh, de l'État islamique, de dire on mettra des combattants, entre guillemets, dans les bateaux de migrants. On instrumentalisera ça. Ceux qui donnent ça comme une information sont plutôt, justement, les franges d'extrême droite qui disent il faut surtout il faut des blocus, mais il n'y a aucune preuve qu'il y ait des gens Daesh. Et puis on ne comprendrait pas très bien. Aller infiltrer faire quoi? Je pense que si des gens de Daesh viennent ici, c'est pas de cette manière-là. Il y a sûrement des jeunes qui sont effectivement complètement, qui ont été lobotomisés et qui viennent faire et ils passent pas, je pense, par les flux migratoires. C'est plus confortable. On revient à Calais. L'augmentation du nombre de policiers suffira-t-elle à résoudre les problèmes à Calais?
Écoutez, moi je ne suis pas un spécialiste, simplement... Sur la solution, là pour le coup, c'est pas l'ouverture, c'est la fermeture. Hein, et c'est les moyens policiers qui sont mis manifestement, on n'a pas l'impression qu'on prenne ce chemin-là, puisqu'il y a eu déjà des phases de répression comme ça, et les moyens ont toujours été trouvés pour contourner cette répression-là. Moi je pense qu'au contraire, il faut réfléchir main dans la main, français et britanniques, à des solutions d'ouverture, à des solutions... Il faut aller vers le positif. On ne peut pas faire autrement. C'est valable pour ce problème global des transferts de population dans le monde, mais c'est valable de manière très précise sur cette question. Mais malgré tout, l'intervention policière, parce qu'ils risquent leur vie, hein, sous le tunnel, il y a des accidents chaque jour. Le démantèlement des filières, ça c'est quand même un travail policier qu'il faut faire. Oui, bien sûr. Bien sûr. On a un gros problème d'intégration, les bidonvilles se créent un peu partout et on n'a rien à offrir à ces gens. Oui. Pascal Boniface. Oui, effectivement, on voit des bidonvilles qui se créent. Il y a vraiment un défi à relever là-dessus. Mais en même temps, ce n'est pas en fermant les frontières qu'on va résoudre le problème. Donc on voit bien qu'il faut organiser les choses et ne pas nier la réalité. On ne faut pas être dans le déni de la réalité. Oui, mais est-ce qu'il faut accepter d'avoir des bidonvilles aux abords de nos villes? Non, je crois qu'il ne faut pas accepter qu'on crée des foyers de cristallisation comme ça, de misère, de violence, de raquettes. C'est le cas à Calais depuis des années. Oui, mais pourquoi? Mais ce que je disais tout à l'heure, on parle d'immigration en France, c'est Calais. Voilà, c'est l'abcès de fixation. Si cette immigration-là, elle était répartie sur le territoire, je pense que... Vous savez, il y a des endroits où il n'y a plus de médecins. J'en connais plein dans le monde rural. Alors peut-être qu'un médecin syrien, ça ferait des ordres pour certains, mais je pense que c'est un médecin, il s'est soigné, il a les gestes qui peuvent... Bon, voilà, ce que je veux dire, c'est que l'Allemagne, d'ailleurs, elle répartit à travers les Länder, elle répartit évidemment le nombre des migrants. Donc je pense que si déjà on avait cette idée qu'on diffuse mieux, on équilibre mieux les territoires, on aurait moins ce risque de bidonvillisation et de tout ce qui... Mais pour répondre précisément à la question que se pose ce téléspectateur ou cette téléspectatrice, il ne faut pas installer des bidonvilles aux abords des régions. C'est vraiment la pire des solutions. Bien sûr, évidemment. Combien de boat people vietnamiens ont été accueillis en France dans les années 70 ? Jean Garrigue, l'historien. 170 000 personnes. Oui, 170 000 personnes. C'est ça, oui. Un an. C'est quelque chose. Hein. Oui, c'est quelque chose. Combien la France peut-elle accueillir de migrants sans bouleverser son économie ? Non, en bouleversant son économie. Et il faut la bouleverser, c'est ça? Mais oui, je crois que là vraiment... Enfin, je suis désolé parce que quand je dis ça, j'ai l'air un peu angélique en disant non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que notre économie est exsangue souvent parce qu'elle est restée dans une structure très conservatrice. Et avoir l'apport de l'autre quand l'autre sait faire quelque chose, c'est ça qui fait qu'on avance. Donc, si vous voulez, il y a 1000 exemples en Chine, au Japon, aux États-Unis, où ce sont les immigrés qui ont fait avancer les choses. Cette consanguinité n'est pas toujours un bienfait pour l'économie. Donc, il faut que l'immigration bouleverse l'économie. Ce serait justement terrible si cette immigration, qui n'a pas été voulue, ne changeait rien à l'économie. Il faut que ça change. François Clémenceau le rappelait tout à l'heure, aux États-Unis, c'est 0,5% de croissance en plus. Bien sûr. C'est pas une malédiction, c'est une bénédiction, l'immigration pour les États-Unis. Et Obama, et y compris les Républicains, veulent donner des permis de séjour, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui regardent toujours sur les États-Unis, mais pour une fois qu'il y a un truc qui marche bien aux États-Unis, essayons pour une fois de copier ça. Et ce qui me frappe, c'est de voir qu'aux États-Unis, l'une des institutions qui est en pointe pour lutter aux côtés des migrants, pour les faire accepter dans la population et pour les faire régulariser, c'est l'Église. Les églises. Or, c'est frappant de voir qu'en Europe, où on est largement dans une société qui a perdu une bonne partie de sa pratique religieuse, les églises continuent de tenir exactement le même discours qu'aux États-Unis. Le pape l'a fait récemment. Ce discours, et c'est de voir que ce discours, malheureusement, a moins de pression, d'influence sur le pouvoir public. Le pape a eu cette formule, la mondialisation de l'indifférence. Et je crois que c'est des mots forts. L'État islamique est-il le principal responsable de ces migrations? Non. Si on prend les conflits les uns après les autres? Non, c'est l'une des causes parmi d'autres. C'est l'une des causes. C'est un facteur aggravant, c'est pas le facteur déclencheur. Ça vient se rajouter effectivement à cela, mais ce n'est pas le facteur principal. L'État islamique a bien des défauts, etc. Mais pas celui-là. D'autant qu'il est une conséquence des désordres. Est-ce que les États-Unis... Et les migrations dues au réchauffement climatique et à la montée des eaux à venir, comment fera-t-on pour faire face? Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Mais déjà, 20 millions de personnes, 20 millions de réfugiés aujourd'hui, dans le monde, le sont pour des raisons climatiques. Effectivement, combien demain en 2050, avec la montée des eaux, tout ce qu'on connaît, ça va être très important. C'est pour ça qu'il faut se préparer.